Bonjour, dans cette vidéo nous allons réviser le chapitre mouvement et énergie en s'entraînant à faire 14 exercices. Ça peut paraître beaucoup mais vous allez voir qu'il y a pas mal de difficultés qui méritent d'y passer du temps. On commence avec l'exercice A. Tout corps en mouvement possède une énergie appelée énergie cinétique. Elle se manifeste dans les accidents de la route par la violence des chocs et les déformations que ceux-ci occasionnent sur les véhicules et les obstacles. Question 1. Écrire la relation mathématique permettant de calculer l'énergie cinétique EC d'un corps, ne pas oublier d'indiquer les unités physiques. Donc, on commence par donner la formule. EC, l'énergie cinétique, égale 1/2 fois m, la masse, fois v carré, c'est-à-dire la vitesse mise au carré. Les unités, l'énergie cinétique c'est une énergie, et comme toutes les formes d'énergie, elle se mesure légalement en joules. La masse est en kilogrammes, et la vitesse est en mètres par seconde. Cette formule c'est sûrement la plus difficile parmi toutes les formules qu'on voit en troisième. D'abord il y a la présence de ce 1/2 un petit peu mystérieux, et puis il y a cette vitesse au carré, et on verra dans les exercices que l'unité de la vitesse, le mètre par seconde, est aussi un petit peu embêtante, parce que souvent on va avoir des vitesses en kilomètres par heure. Justement, question 2. Une voiture citadine de 0,700 tonnes roule à la vitesse de 65 km par heure avec à son bord 3 adultes de 70 kg chacun. Calculez l'énergie cinétique de l'ensemble, utilisez la notation scientifique pour écrire le résultat. Donc d'abord il faut mettre toutes les informations numériques dans les bonnes unités. On a d'abord la masse de la voiture, 0,700 tonnes, on ne va pas rester dans cette unité, ça fait 700 kg. Et puis il y a 3 adultes à bord, donc ça va faire m égale m voiture plus 3 masses adultes égale 700 plus 3 fois 70. Ça fait 910 kg. Ensuite il y a la vitesse. Donc la vitesse elle est en km par heure, ça ne convient pas, ce n'est pas l'unité légale. La petite astuce pour transformer les km par heure en mètres par seconde, je vous la donne tout de suite et je vais l'expliquer. On va s'en servir très souvent, il suffit de diviser par 3,6. 65 km par heure divisé par 3,6, ça fait 18 mètres par seconde. Mais comment explique-t-on cette division par 3,6 ? Donc prenons 65 km par heure, et mettons ça d'abord en mètres par heure. Donc 65 km par heure, ça fait 65 000 mètres par heure. En fait, j'ai pas touché au par heure, j'ai juste transformé des kilomètres en mètres. 65 km, ça fait 65 000 mètres. Donc ça veut dire que la voiture parcourt 65 000 mètres en 1 heure. Mais 1 heure, c'est 3600 secondes. Dans 1 heure, il y a 60 minutes, chacune composée de 60 secondes, 60 fois 60, ça fait 3600. Et donc nous, on ne veut pas savoir combien la voiture parcourt de mètres en 1 heure, mais en 1 seconde. Et là, vous voyez qu'on a posé un produit en croix. Donc le calcul est 1 fois 65 000 divisé par 3600. Et ça fait 18 mètres par seconde. Et si vous faites le bilan des opérations qu'on a fait pour passer du nombre 65 au nombre 18, en fait on a rajouté 3 zéros, c'est-à-dire qu'on a multiplié par 1000, et on a divisé par 3600. Et donc multiplié par 1000 et divisé par 3600, ça revient en fait à diviser par 3,6. Maintenant qu'on a expliqué cette petite recette, croyez-moi qu'on va l'utiliser sans modération. Donc on écrit EC égale 1/2 mv carré. Alors vous voyez que j'ai pas écrit les fois, le signe fois entre les termes, on peut se permettre de faire ça, ça va un petit peu plus vite. Égale 0,5 fois 910 fois 18 au carré. Donc là, deux petites remarques. Je vous conseille fortement quand vous tapez ce genre de calcul à la calculatrice, de ne pas écrire 1/2, parce que parfois dans les calculatrices vous allez peut-être faire des petites erreurs et la calculatrice va pas tellement comprendre qu'est-ce qui est au numérateur, qu'est-ce qui est au dénominateur. Donc pour éviter ce genre de soucis, on écrit 0,5 au lieu de 1/2. Le deuxième petit souci, c'est le carré. Très souvent, les élèves oublient complètement le carré. Donc relisez-vous, vérifiez ce que vous écrivez. La calculatrice donne 147 420 joules. Évidemment, on ne va pas garder tous ces chiffres pour écrire avec la notation scientifique. Je vais prendre les deux premiers, le 1 et le 4, mais derrière le 4 c'est un 7, donc je vais arrondir en fait à 1,5 fois 10 puissance 5 joules. Si vous ne comprenez pas comment se forme l'écriture scientifique, je vous invite à revoir la vidéo sur ce sujet. Question 3. Recalculer l'énergie cinétique de l'ensemble avec une vitesse de 130 km par heure. On va commencer par ça. Donc c'est exactement le même calcul, mais on a une nouvelle vitesse, 130 km par heure. Précédemment, on a converti 65 km par heure en mètres par seconde en faisant un petit calcul préalable.
Là, je vous montre une autre manière de faire, plus expéditive, et personnellement je la préfère, c'est de faire la conversion de la vitesse dans le calcul de l'énergie cinétique carrément. Donc ça se passe comme ça, EC égale 1,5 mv carré, égale 0,5 fois 910 fois, ouvrez les parenthèses, c'est important, 130 divisé par 3,6, fermez les parenthèses, au carré. Donc on a le droit de l'écrire, et quand on le tape sur la calculatrice, il suffit de mettre les parenthèses, et il n'y a pas de problème, ça fait la même chose, et c'est plus rapide. Donc ça fait 593 325 joules, et en notation scientifique, on obtient 5,9 fois 10 puissance 5 joules. Maintenant la question n'est pas finie. En quoi la comparaison des résultats montre-t-elle que la vitesse et l'énergie cinétique d'un corps ne sont pas proportionnelles? Mathématiquement, si deux choses sont proportionnelles, ça veut dire que quand l'une est multipliée par 2, l'autre est multipliée par 2. Quand l'une est divisée par 10, l'autre est divisée par 10, etc. Or là, si on est un tout petit peu observateur, entre la question 2 et la question 3, la voiture roulait à 65 km/h, puis à 130 km/h. Or, 130 c'est quand même le double de 65. Donc la vitesse a été multipliée par 2. Est-ce que l'énergie cinétique a été multipliée par 2? Non. On voit que V et EC ne sont pas proportionnels car V, la vitesse, a doublé, entre parenthèses 65 km/h x 2, ça fait 130 km/h, fermez la parenthèse, mais EC a fait plus que doubler. En fait, elle a quadruplé. 1,5 fois 10 puissance 5, si on multiplie par 4, ça fait quasiment 5,9 fois 10 puissance 5 joules, ça fait 6 10 puissance 5 joules, hein, précisément. Et voilà. On passe à la question 4. Le véhicule roule maintenant en agglomération où la vitesse est limitée à 50 km/h. Il possède une énergie cinétique de 81 kJ. Y a-t-il infraction au code de la route? On analyse les données, on a une énergie cinétique, elle n'est pas dans la bonne unité, on la convertit. EC égale 81 kJ égale 81 000 joules. On nous donne pas la masse, mais comme c'est le même véhicule que tout à l'heure, c'est toujours 910 kg. Et on nous demande s'il y a infraction au code de la route, c'est-à-dire que, comme la vitesse est limitée à 50 km/h, il va falloir calculer une vitesse. Donc là, c'est une partie un petit peu difficile pour les élèves de 3e, il va falloir transformer la formule EC égale 1,5 mv carré, de manière à cette fois calculer la vitesse et pas l'énergie cinétique. Donc, on en déduit que V carré égale 2EC divisé par M. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a isolé V carré, qui était à gauche du signe égal, et on a fait passer tout le reste de l'autre côté du égal. Or, comme on a affaire à une multiplication entre 1,5 M et V carré, l'idée c'est que pour passer de l'autre côté du signe égal, il va falloir faire l'opération inverse. C'est-à-dire qu'on a une multiplication de la vitesse au carré par M, donc de l'autre côté, il va falloir faire une division de l'énergie cinétique par M. Et ensuite, on a le nombre 1,5, et en fait, 1,5, il faut comprendre que c'est juste une division par 2. Donc le 2, en passant de l'autre côté du égal, va opérer une multiplication avec l'énergie cinétique. Si vous voulez que je l'explique de manière plus simple, je dirais juste que à gauche du égal, M est au numérateur, donc à droite, il sera au dénominateur. Et 2 à gauche du égal est au dénominateur, donc à droite, il sera au numérateur. Voilà, il va falloir vous habituer à ce genre de petites transformations, c'est très très courant. Maintenant, ça nous donne la vitesse au carré, nous on veut la vitesse, et donc on applique une grande racine carrée à tout ce machin, et ça fait V égale racine carrée de 2C sur M. Ensuite on remplace, racine carrée de 2 fois 81 000 divisé par 910. Faites attention quand vous tapez ça à la calculatrice, il faut bien être sûr que tous vos nombres sont sous la racine carrée, sinon évidemment le résultat sera faussé. Ça donne 13,3 mètres par seconde. Pour pouvoir répondre à la question, il faut remettre cette vitesse en km/h. Et donc, on utilise l'astuce de tout à l'heure, mais à l'envers. Cette fois, au lieu de diviser par 3,6, on multiplie par 3,6. Ça fait 47,9 km/h. On voit qu'on est en dessous des 50 km/h, il n'y a pas infraction au code de la route. On passe à l'exercice B. Question 1. Une voiture de 800 kg et un camion de 40 quintaux, drôle d'unité, avance sur la route à la vitesse constante de 50 km/h. Calculez l'énergie cinétique de l'un et de l'autre véhicule. Les résultats seront écrits avec la notation scientifique « Conclure ». Donc on regarde les données numériques. La masse de la voiture, elle est déjà en kilogrammes, 800 kg. La masse du camion, elle est très originalement en quintaux. Donc 40 quintaux, ça fait 4000 kg. La vitesse, elle est en km/h. 50 km/h divisé par 3,6, ça fait 13,9 mètres par seconde. Et puis on va faire nos deux calculs en parallèle. EC voiture, EC camion.
On remplace les données et on trouve 77 284 joules pour la voiture et 386 420 joules pour le camion. En notation scientifique, ça fait 7,7 10 puissance 4 joules et pour le camion, 3,9 10 puissance 5 joules. Alors, on vous demande de conclure. Certains élèves peuvent se demander, mais qu'est-ce qu'il y a à dire ? Moi, ce que je vois, tout simplement, c'est que le camion est beaucoup plus lourd que la voiture, et on voit qu'il a beaucoup plus d'énergie cinétique. Donc on va dire, plus la masse est élevée, plus l'énergie cinétique est élevée. C'est déjà pas mal comme conclusion. Maintenant, si on est plus observateur, on remarque qu'entre la voiture et le camion, la masse a été multipliée par 5. Or, si on fait la tentative, 7,7 10 puissance 4, c'est l'énergie cinétique de la voiture. Si on la multiplie par 5, on voit que ça fait quasiment 3,9 fois 10 puissance 5. Donc la masse et l'énergie sont proportionnelles, puisque la masse a été multipliée par 5, l'énergie cinétique a été multipliée par 5. On passe à la question 2. Calculer l'énergie cinétique d'un cycliste de 70 kg monté sur un vélo de 8 kg, roulant à 20 km/h puis à 35 km/h. Les résultats seront écrits en notation scientifique et que peut-on conclure ? Donc même fonctionnement, d'abord la masse, donc c'est 70 kg plus 8 kg, ça fait 78 kg. On convertit les deux vitesses en mètres par seconde. Et on va faire nos deux calculs en parallèle. On trouve donc 1201 joules pour le premier cas à 20 km/h et 2706 joules pour le deuxième cas. Et on met ça en notation scientifique. Et là, on va conclure à peu près de la même manière. On voit que plus la vitesse est élevée, plus l'énergie cinétique est élevée. Bon, après on pourra aller un petit peu plus dans les détails en parlant de non-proportionnalité entre énergie cinétique et vitesse. Bon, on l'a fait dans l'exercice précédent, donc on va pas le faire ici. On passe à l'exercice C. Calculer les énergies cinétiques des systèmes suivants. Tous les résultats seront écrits en notation scientifique. Question A. Une automobile de masse 1,2 tonnes roulant à 130 km/h. On convertit la masse, ça fait 1200 kg. La vitesse 130 km/h, on divise par 3,6, ça fait 36,11 mètres par seconde. Et donc ECA, c'est comme ça que je l'appelle, énergie cinétique question A, égale 1,5 mv carré égale 0,5 fois 1200 fois 36,11 au carré, on n'oublie pas le carré. Ça fait 782 359 joules d'après la calculatrice. En notation scientifique, on va garder les deux premiers chiffres, donc 7,8 fois 10 puissance 5 joules. Question B. Cette fois, un électron de masse 9,1 10 puissance moins 31 kg se mouvant à la vitesse de 1,8 fois 10 puissance 7 mètres par seconde. Se mouvoir, ça veut dire se déplacer. Donc là c'est idéal, tout est dans la bonne unité, donc il n'y a qu'à faire le calcul directement. ECB égale 0,5 fois m fois v carré égale 0,5 fois 9,1 fois 10 puissance moins 31 fois, ouvrez les parenthèses, là c'est indispensable, 1,8 fois 10 puissance 7, fermez les parenthèses, au carré. C'est important de les écrire sur le papier et c'est important de les écrire sur la calculatrice, ces parenthèses. Ça fait 1,47 fois 10 puissance moins 16 joules. Là en fait la calculatrice donne tout de suite la notation scientifique étant donné la petitesse du nombre obtenu. On passe à la fusée, question C, une fusée de 240 tonnes propulsée à la vitesse de 870 km/h. Donc 240 tonnes ça fait 240 000 kg. Tiens, je vais tout de suite mettre ça en notation scientifique, 2,4 fois 10 puissance 5 kg. Et la vitesse 870 km/h, tiens, je vais la convertir au beau milieu du calcul. Donc ECC, énergie cinétique question C, égale 1,5 mv carré égale 1,5 fois 2,4 10 puissance 5 fois, ouvrez les parenthèses, 870 divisé par 3,6, fermez les parenthèses, au carré. Et ça fait ce très grand nombre, qui est donc 7 milliards et quelques joules. Eh bien je vais garder que le 7 et les 0, ça fait 7,0 fois 10 puissance 9 joules. On passe à l'exercice D, et vous allez voir que l'exercice D et E sont des exercices qui font un petit peu des recoupements avec d'autres chapitres. Un sprinter de masse 86 kg court le 100 mètres en 9,56 secondes. Question 1, calculez la vitesse moyenne que cela représente. Donc là, on n'est pas tout de suite sur l'énergie cinétique. Il faut analyser les données, on nous donne une masse, 86 kg, on nous donne une distance, 100 mètres, on nous donne un temps, 9,56 secondes. Donc nous on veut une vitesse. Ah ben on se souvient de la formule, V égale D divisé par T. Donc D c'est 100 mètres, T c'est 9,56 secondes, très bien, toutes les données sont dans les bonnes unités, ça fait 10,46 mètres par seconde. Question 2,
En déduire l'énergie cinétique de cet athlète, le résultat sera écrit avec la notation scientifique. Bon ben voilà. EC égale 0,5 fois m fois v carré égale 0,5 fois 86, la masse, fois 10,46 au carré. Ça donne 4705 joules, et en notation scientifique, 4,7 fois 10 puissance 3 joules. Voilà, c'était pas méchant. Le E est un petit peu plus compliqué. Un volume de 10 mètres cubes d'air avançant à la vitesse de 72 km/h met en mouvement l'hélice d'une éolienne. Question A. Sachant que ρr égale 1,3 kg par mètre cube, calculez en kilogrammes la masse que ce volume d'air représente. Donc là, c'est vraiment une question où on va exploiter nos connaissances de l'année puisqu'on nous parle de masse volumique. Alors, il y a deux manières de trouver cette masse qu'on recherche, soit par le bon sens et l'observation, soit juste en utilisant la formule. On va commencer par le bon sens et l'observation. ρr égale 1,3 kg par mètre cube. Alors, kilogramme par mètre cube, c'est pas tout à fait l'unité que je donne habituellement aux élèves. On travaille souvent en kilogrammes par litre, mais à la limite, peu importe, analysons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1,3 kg d'air, ça occupe 1 mètre cube. Sauf que nous, on est dans une situation très facile, on veut un volume de 10 mètres cubes, pas de 1 mètre cube. Donc ça va faire 10 fois plus. Ça fait 13 kg d'air pour 10 mètres cubes. Et c'est bon, on a notre masse, c'est 13 kg. Maintenant, si vous voulez vraiment utiliser la formule, faisons-le. Ça fait ρ égale m divisé par v. On cherche la masse, donc la petite pyramide. M égale ρ fois v. Et on remplace. ρ c'est 1,3. Le volume qui nous intéresse c'est 10 mètres cubes. Et donc 1,3 fois 10, ça fait 13 kg. On arrive évidemment au même résultat. Maintenant qu'on a la masse, question B, calculez alors l'énergie cinétique de ce volume d'air. Donc la masse 13 kg. La vitesse 72 km/h, on divise par 3,6, ça fait 20 mètres par seconde. La formule EC égale 1 demi mv carré égale 0,5 fois 13 fois 20 au carré. On tombe sur 2600 joules. On va laisser comme ça. Question C, en déduire la puissance mécanique reçue par l'hélice de l'éolienne. Oula, la puissance. Alors là, on n'est pas dans le même chapitre. Donc on se remémore son chapitre sur la puissance et l'énergie. E égale T fois P. On cherche P, donc la petite pyramide c'est P égale E divisé par T. Maintenant, qu'est-ce qu'on va écrire à la place de E et T? Il faut se dire que l'énergie, certes, elle est électrique dans cette formule, mais il y a une conversion de l'énergie cinétique du vent en énergie électrique dans l'éolienne. Donc on va pouvoir remplacer le E dans la formule par l'énergie cinétique calculée précédemment. Par contre, le temps, on n'a vraiment aucune indication du temps dans l'exercice. Mais si on réfléchit, on a calculé cette énergie cinétique avec une vitesse en mètres par seconde. Donc cette énergie, c'est l'énergie reçue par seconde. Donc pour une seconde. Donc on remplace T par une seconde. Et ça fait un calcul très facile, 2600 divisé par 1, ça fait 2600 watts. Si on met ça en kilowatts, ça fait 2,6 kW. Et voilà, on s'en est sorti. On passe à l'exercice F. Lors d'un accident de la route, la carrosserie absorbe une partie de l'énergie cinétique du véhicule. Dans l'habitacle, c'est la ceinture de sécurité qui permet aux personnes à bord de ralentir en même temps que l'automobile, sans être projetées vers l'extérieur. Une ceinture peut absorber au maximum une énergie cinétique de 40 kJ, alors qu'avec nos bras, nous ne pouvons retenir qu'une énergie de 500 joules. Première question, une question de lecture. Quel est le rôle d'une ceinture de sécurité? Donc, si on lit bien l'énoncé, on comprend que une ceinture de sécurité a pour rôle d'absorber une partie de l'énergie cinétique d'une personne à bord d'une automobile lorsque le véhicule freine. Question 2. Calculez l'énergie cinétique d'un conducteur de masse m égale 70 kg dans une voiture roulant à 90 km/h. Le résultat sera écrit en notation scientifique et ce conducteur est-il bien protégé par sa ceinture? Donc premier travail, on met les données dans les bonnes unités, 90 km/h, ça fait pile 25 mètres par seconde si on divise par 3,6. La masse est déjà en kilogrammes, donc c'est parfait, on y va. EC égale 1 demi fois m fois v carré égale 1 demi fois 70 fois 25 au carré. Encore une fois, on n'oublie pas le carré. La calculatrice nous donne 21 875 joules. En notation scientifique, ça va faire 2,2 fois 10 puissance 4 joules. Alors, la limite d'absorption d'énergie de la ceinture, c'est 40 kJ. Je vais me permettre de compliquer un petit peu la tâche, on va justement réfléchir en kilojoules.
On va transformer d'abord l'énergie cinétique calculée en kilojoules. Donc 2,2 fois 10 puissance 4 joules. D'abord, moi je remarque que c'est 22 fois 10 puissance 3 joules. 10 puissance 3, c'est le préfixe kilo. Donc ça fait une énergie cinétique de 22 kilojoules. Et on comprend qu'on est en dessous de 40 kilojoules. Donc le conducteur est bien protégé par sa ceinture. On passe à la question 3. Calculer la vitesse maximale que peut supporter une ceinture de sécurité pour un conducteur de 90 kg. La réponse sera fournie en km par heure. Alors là, si on lit bien, on veut une vitesse. On nous donne la masse, 90 kg, et donc si on veut une vitesse, il faut qu'on nous donne l'énergie cinétique. C'est l'énergie cinétique maximale que peut absorber la ceinture. Donc la ceinture de sécurité absorbe au maximum une énergie de 40 kJ, ça fait 40 000 joules. Et là, on va utiliser la formule de l'énergie cinétique qui permet de calculer la vitesse. Donc je refais pas la démonstration, j'écris tout de suite la formule. V égale racine carrée de 2 fois EC divisé par M. Je remplace racine carrée de 2 fois 40 000 divisé par 90, ça fait 29,8 mètres par seconde, et je multiplie par 3,6 pour avoir des kilomètres par heure. Ça fait 107 km par heure. Donc c'est la vitesse maximale qui permet à un conducteur de 90 kg de bien être protégé par sa ceinture. Au-delà, ça veut dire que le conducteur va quand même taper contre l'habitacle et se faire mal. On passe à l'exercice G. Une voiture et un camion possèdent la même énergie cinétique EC égale 2,5 fois 10 puissance 5 joules. Question A. Le camion roule à 40 km par heure, calculez sa masse. Alors là c'est un cas qu'on n'a jamais vu. EC égale 1,5 mv carré, nous on cherche la masse. Donc ça veut dire que 2EC divisé par v carré égale m. Là j'ai isolé m. Donc comme je l'avais fait à la fin de l'exercice A, le 2 il est à droite de l'égalité au dénominateur, donc à gauche il va passer au numérateur. Et le v carré, il est au numérateur à droite de l'égalité, donc à gauche il va passer au dénominateur. Je convertis la vitesse, 40 km par heure, divisé par 3,6, ça fait 11,11 mètres par seconde. L'énergie cinétique, elle est déjà en joules, elle est donnée, donc je remplace m égale 2 fois l'énergie cinétique, 2,5 fois 10 puissance 5, divisé par la vitesse au carré, divisé par 11,11 au carré. Ça fait 4051 kg environ, et donc en tonnes, ça fait 4 tonnes 51. Question B, maintenant on a la voiture qui pèse 0,80 tonnes, il faut calculer sa vitesse, le résultat sera ensuite converti en km par heure. Donc on convertit la masse, 0,80 tonnes ça fait 800 kg, et j'utilise la formule de l'énergie cinétique permettant de calculer la vitesse. V égale racine carrée de 2EC divisé par M, égale racine carrée de 2 fois l'énergie cinétique, 2,5 fois 10 puissance 5, divisé par la masse, 800 kg. Ça fait 25 mètres par seconde, multiplié par 3,6, on tombe sur 90 km par heure. Question C, conclure suite aux résultats des questions A et B. Alors, souvent les élèves ont du mal avec les conclusions dans ce chapitre. Moi je vous propose de présenter les choses sous forme de tableau, ça permet d'y voir plus clair. Donc on a le camion, la voiture, et puis j'ai pris leur énergie cinétique, leur masse et leur vitesse. Donc les deux véhicules ont la même énergie cinétique, 2,5 fois 10 puissance 5 joules. La masse du camion 4051 kg, la masse de la voiture 800 kg, la vitesse du camion 40 km par heure, la vitesse de la voiture 90 km par heure. Donc qu'est-ce que je remarque? Je remarque que 4051 kg c'est plus que 800. Et je remarque que 40 km par heure c'est moins que 90 km par heure. Et pourtant les deux véhicules ont la même énergie cinétique. Comment c'est possible? Eh bien, pour avoir la même énergie que le camion, la voiture, qui est beaucoup plus légère, doit rouler très vite. Enfin, plus vite en tout cas. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. On passe à l'exercice H. Alors, l'exercice H, c'est le premier exercice où on va un peu parler de l'énergie potentielle, qu'on appelle aussi énergie de position. Et vous allez voir que la plupart des exercices à partir du H sont un petit peu plus compliqués, parce que justement on va jongler avec ces notions d'énergie cinétique, d'énergie potentielle, et on va aussi parler d'énergie mécanique. Donc je lis la première phrase. Un avion de masse 165 tonnes vole à 2 km d'altitude à la vitesse de 1250 km par heure. Avant même de lire les questions, je vais mettre toutes ces données numériques dans les bonnes unités. Donc la masse 165 tonnes, ça fait 165 000 kg. L'altitude ou la hauteur h 2 km, ça fait 2000 mètres. Et la vitesse 1250 km par heure, je divise par 3,6, ça fait 347 mètres par seconde. Question A.
calculer son énergie cinétique. Donc ça c'est tranquille, on l'a déjà fait un paquet de fois. EC égale 1,5 fois m fois v carré égale 1,5 fois 165 000 fois 347 au carré. On s'attend à un très grand résultat, et ça fait donc 9 933 742 500 joules. La notation scientifique, c'est demandé au bas de l'exercice. Ça fait 9,9 fois 10 puissance 9 joules. Question B. Calculer son énergie de position. Alors comme c'est la première fois qu'on parle de l'énergie de position, je vais donner la formule et donner les unités aussi. Donc la relation mathématique, c'est EP égale M fois G fois H. L'énergie de position, elle est en joules, c'est une énergie. La masse, elle est en kilogrammes. La hauteur, elle est en mètres. Et G, c'est l'intensité de la pesanteur, vous savez, dans la formule P égale M fois G. Donc c'est en newton par kilogramme. Maintenant on passe au calcul. EP égale 165 000 kg, c'est la masse, fois 9,8 newton par kilogramme. On est sur la planète Terre, hein, c'est l'intensité de la pesanteur sur Terre, il faut la connaître par cœur, fois 2000 mètres. Et ça nous donne aussi un grand nombre, ça fait 3 234 millions de joules. Et en notation scientifique, ça fait 3,2 fois 10 puissance 9 joules. En déduire son énergie mécanique. Donc là encore, je donne la formule pour la première fois dans cette vidéo. L'énergie mécanique, c'est tout bêtement l'addition des deux autres énergies. Donc énergie mécanique égale EC, l'énergie cinétique, plus EP, l'énergie potentielle. Et on fait l'addition, on trouve 1,31 fois 10 puissance 9 joules. Voilà, c'était un petit exercice de mise en jambe sur ce sujet. On continue avec l'exercice I qui est un petit peu original. Un skieur part du haut d'une montagne au point A et arrive finalement au point E. Les frottements dus à l'air et à la neige sont négligés. Comment varient les énergies mécaniques, cinétiques et potentielles du skieur lors des trajets AB, BC, CD et DE? Donc moi j'ai présenté ça sous forme d'un tableau avec en colonne les trajets et en ligne les types d'énergie. Donc qu'est-ce qu'il faut voir en gros? Comme on nous précise que les frottements dus à l'air et à la neige sont négligés, ça veut dire qu'il n'y a aucune perte d'énergie au cours du mouvement. Donc finalement, l'énergie mécanique, elle va tout le temps être constante. Et ensuite, entre les différentes lettres du trajet, il va y avoir des échanges d'énergie entre cinétique et potentiel. Donc l'idée, c'est que plus on est haut, plus l'énergie potentielle est élevée, puisque dans la formule de l'énergie potentielle, il y a H, EP égale M fois G fois H. Et plus on est bas, moins on a d'énergie potentielle. Et à l'inverse, quand on est en haut et qu'on descend, on va gagner de la vitesse, donc on va gagner de l'énergie cinétique. Et quand on remonte, c'est l'inverse, on va perdre de la vitesse, donc de l'énergie cinétique, mais on va gagner de l'énergie potentielle. Donc ça fait que sur les parties du parcours qui descendent A, B et C, D, l'énergie cinétique va augmenter puisqu'on va prendre de la vitesse, et l'énergie potentielle va diminuer puisqu'on perd de l'altitude. Par contre sur BC, c'est l'inverse, on monte donc on gagne de l'énergie potentielle, mais on perd de la vitesse, donc on perd de l'énergie cinétique. Et puis sur DE, l'énergie mécanique reste constante, on ne change pas d'altitude, donc l'énergie potentielle reste constante aussi. Et puis comme il n'y a pas de frottement, on ralentit pas, donc l'énergie cinétique reste constante aussi. Alors cette partie du parcours DE, elle est un petit peu surréaliste par rapport à ce que ça serait dans la vraie vie, mais voilà, les frottements sont négligés. On comprend bien que sur DE, en réalité, le skieur il devrait ralentir, mais bon, on est dans un problème, on est dans une situation idéale. On passe à l'exercice J, et les complications commencent. Un enfant lance une balle de tennis de masse 57 grammes vers le haut, à la verticale. L'objet part d'un point situé à 1,50 m du sol, donc c'est sa main, avec une vitesse V0 égale 7 mètres par seconde. Question 1. Calculer les énergies potentielles et cinétiques initiales de la balle. Donc c'est parti. On met d'abord les données dans les bonnes unités. Donc la masse 57 grammes, c'est 0,057 kg. L'altitude, elle est en mètres, la vitesse, elle est en mètres par seconde. Tout est bon. L'énergie potentielle, EP égale MGH, égale 0,057 fois 9,8 fois 1,50. Ça fait 0,84 joules. Toute petite énergie potentielle, c'est normal, la balle n'est pas très lourde et la hauteur n'est pas très élevée. L'énergie cinétique, EC égale 1,5 mv0 carré, le 0 c'est pour dire c'est l'instant initial, égale 1,5 fois 0,057 fois 7,0 au carré. On n'oublie pas le carré. Ça fait 1,4 joules. On passe à la question 2. Quelle est la vitesse de la balle lorsqu'elle atteint son altitude maximale? Donc il faut visualiser la situation. On lance un objet, une balle de tennis, vers le haut, et puis ensuite cet objet descend.
Donc en fait, quand vous lancez l'objet, vous lui donnez une certaine vitesse. Mais à mesure que l'objet va monter, il va ralentir, 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 ralentir. Et il va y avoir un moment, quand l'objet est au maximum de sa hauteur, où pendant une fraction de seconde, la vitesse sera nulle. Et ensuite, l'objet va tomber, et à mesure qu'il tombe, sa vitesse va augmenter. Donc on a la réponse, je viens de la donner à la question 2. Quand la balle atteint son altitude maximale, sa vitesse est nulle. Voilà. On passe à la question 3. Calculer l'altitude maximale Hmax de la balle par rapport au sol pris comme niveau de référence. Donc là, on va tenir un raisonnement qu'on va beaucoup répéter, et c'est très important de bien le comprendre. On va partir de l'énergie mécanique. EM, l'énergie mécanique, c'est EC, l'énergie cinétique, plus l'énergie potentielle. Pourquoi je pars de cette formule? Parce que dans la question 1, on nous a fait calculer les deux énergies potentielles et cinétiques initiales, et c'est ça qui va nous servir dans le raisonnement. Au début du mouvement, on avait EC égale 1,4 joules et EP égale 0,84 joules. Donc EM, qui est l'addition de ces deux énergies, c'est 2,24 joules. Or, lors du mouvement, l'énergie mécanique EM se conserve, elle garde toujours la même valeur. Donc ça, c'est un principe de toute façon qui s'applique tout le temps dans ce type d'exercice en troisième, on a conservation de l'énergie mécanique. Donc maintenant qu'on a calculé l'énergie mécanique initiale, en fait, on a la valeur de l'énergie mécanique à tout moment. Et on va s'intéresser justement au moment où la balle atteint sa hauteur maximale, c'est-à-dire ce moment où elle a une vitesse nulle pendant un instant. Comme la vitesse de la balle est nulle quand elle est à son altitude maximale, cela signifie que EC égale 0 joule. Et oui, l'énergie cinétique dépend de la vitesse, donc si la vitesse est nulle, l'énergie cinétique est nulle à cet instant. Donc EM égale 2,24 joules, ça c'est vrai tout le temps, égale EC plus EP, et bien EC on le remplace par 0, égale 0 plus EP. Donc ça veut dire que EP fait 2,24 joules, lorsque la balle est au sommet de sa trajectoire. Or, EP égale m fois g fois h, on connaît EP, on connaît m, on connaît g, on va calculer h, que je vais noter hmax, donc ça fait 2,24 égale 0,057 fois 9,8 fois hmax. J'isole hmax, donc je fais passer 0,057 et 9,8 de l'autre côté du égal, et donc ils vont passer au dénominateur, et le calcul me donne 4 mètres. Donc la balle monte jusqu'à 4 mètres. On passe à la question 4. Vous allez voir qu'ici, dans cette question, on va faire exactement la même chose, mais pas avec l'énergie potentielle, avec l'énergie cinétique. Avec quelle vitesse la balle atteindra-t-elle le sol? Donc, juste avant de toucher le sol, on peut considérer que l'altitude h de la balle est quasiment nulle. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc vraiment la fraction de seconde, juste avant que la balle touche le sol. Elle a une altitude de, je sais pas moi, 1 mm peut-être. Et bon, si on fait le calcul de l'énergie de position avec h égale 1 mm, ça va faire une toute petite énergie. Donc on peut considérer que l'énergie de position, elle est quasiment nulle. Cela signifie que EP égale 0 joule. Maintenant, EM égale 2,24 joules, ça reste pendant tout le temps du mouvement, égale EC plus EP, et je remplace EP par 0, égale EC plus 0. Donc ça veut dire que EC fait 2,24 joules lorsque la balle est sur le point de toucher le sol. EC égale 1 demi mv carré, je connais EC, je connais M, je cherche V, donc je remplace 2,24 égale 1 demi fois 0,057 fois V carré. Donc 2 fois 2,24 divisé par 0,057 égale V carré. Comme je veux V, je vais appliquer la racine carrée à tout ça. V égale racine carrée de 2 fois 2,24 divisé par 0,057. À nouveau, pensez bien à inclure tous vos nombres sous la racine carrée quand vous écrivez le calcul sur le papier, mais surtout quand vous tapez le calcul sur la calculatrice. Ça fait 8,9 mètres par seconde. Comme on ne nous demande pas de mettre la vitesse en km/h, on va la laisser comme ça en mètres par seconde. On passe à l'exercice K qui est très court. Parmi les 3 graphiques ci-dessous, lequel correspond à l'évolution de l'énergie au cours de la chute d'un objet? Le choix du graphique devra être justifié. Donc, encore une fois, il faut voir le truc dans son esprit. Si un objet chute, ça veut dire qu'il part d'une énergie potentielle élevée, et comme il chute, son énergie potentielle va baisser. A priori, s'il chute, on imagine qu'au départ, il n'y a pas de vitesse, donc il a une énergie cinétique nulle, et son énergie cinétique va augmenter au fur et à mesure de sa chute, puisqu'il va gagner de la vitesse. Donc on va expliquer ça. Lors d'une chute, l'énergie cinétique d'un corps d'abord nulle augmente, tandis que l'énergie potentielle d'abord élevée diminue. C'est donc, vous l'aurez compris, le 3e graphique qui est le bon. Et on a fait cet exercice. On passe à l'exercice L.
Le document ci-contre est l'enregistrement des énergies cinétiques et potentielles d'une boule d'acier tombant librement depuis une hauteur h égale 108 cm au-dessus du niveau du sol, lequel est pris comme référence. Avant que je commence à traiter l'exercice, il faut vraiment que vous compreniez que la spécificité dans cet exercice, c'est la présence de ce graphique à côté avec ces 3 courbes. Et donc, ce graphique n'est pas là pour décorer, il va nous servir quasiment à chaque question pour soit trouver des réponses, soit justifier nos réponses. Question 1, quelle est la durée de la chute? Donc, on voit que toutes les courbes s'arrêtent à la première graduation après 0,4 secondes. Donc on analyse un petit peu l'échelle des abscisses. On voit qu'on a 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Et puis on a des petites graduations. Donc à chaque fois, c'est le milieu entre, mettons, 0,1 et 0,2. Alors 0,1, 0,2, c'est 0,10 et 0,20. Donc le milieu entre 0,10 et 0,20, c'est 0,15. Donc là, une graduation après 0,4, c'est-à-dire 0,40, c'est 0,45. La chute dure 0,45 secondes d'après le graphique. Question 2, calculer la masse de la boule d'acier. La masse de la boule d'acier. Alors là, on regarde. Qu'est-ce qu'on nous donne comme information dans le texte? On nous donne une hauteur. Ah ça fait penser à l'énergie potentielle, ça. On regarde sur le graphique. Ah tiens, l'énergie potentielle, c'est la courbe verte. Et on voit que l'énergie potentielle, au début du mouvement, elle est à 3,6 joules environ. Donc je le marque, EP initial égale 3,6 joules d'après le graphique. La hauteur 108 cm, je la convertis en mètres. Bon, on va écrire la formule de l'énergie potentielle, mais de manière à trouver la masse. On regarde la petite pyramide. Donc M égale EP divisé par GH. Et je remplace égale 3,6 divisé par 9,8 fois 1,08. Ça fait 0,34, on est en kilogrammes, donc en grammes, ça fait 340 grammes. Ça paraît cohérent pour une petite boule d'acier. Question 3, quelle est sa vitesse initiale? Alors la vitesse, c'est en rapport avec l'énergie cinétique. Hop, on regarde le graphique. Et on voit que l'énergie cinétique, c'est la courbe bleue. Et au départ, la courbe bleue, elle est à 0, elle est à l'origine. Donc EC initial égale 0 joule d'après le graphique. EC égale 1 demi mv carré. Dans cette expression, la masse est différente de 0. On vient de la calculer. Donc pour que C soit nul, ça veut dire que la vitesse initiale, V0, elle est nulle. Question 4. À quelle date l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur ont-elles la même valeur? Donc on nous demande en fait le moment où la courbe bleue et la courbe verte se croisent. Oui, le mot date, dans un exercice de physique, ça ne veut pas dire le 3 février 2000 quelque chose. Quand on parle d'une date, c'est une date en secondes ou en minutes ou en heures à la rigueur. Donc si on projette sur l'abscisse, on voit que le moment où la courbe verte et la courbe bleue se croisent, c'est en gros entre 0,3 et la graduation qui est juste après. Donc la graduation juste après, c'est 0,35. Le milieu entre 0,30 et 0,35, c'est un peu comme le milieu entre 30 et 35, c'est 32,5. Donc ici, ça va être 0,325 secondes. Environ, c'est pas très précis. On passe à la question 5. L'énergie mécanique de la boule se conserve-t-elle lors du mouvement? Justifié. Alors, je l'ai dit dans l'exercice J, oui, en fait, l'énergie mécanique, elle se conserve de toute façon dans tous ces exercices. Mais bon, là, on a le graphique, on va l'utiliser. L'énergie mécanique, c'est la courbe rouge. Donc, EM se conserve, car sur le graphique, sa représentation est une droite horizontale. Dernière question, calculer la vitesse avec laquelle la boule touche le sol. Donc, d'après le graphique, EC final égale 3,6. Donc, comment je le sais? Je regarde la courbe bleue, la courbe de l'énergie cinétique, et je vois qu'à la toute fin de l'expérience, elle rejoint la courbe rouge. Donc, on arrive à la valeur 3,6. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? Calculer la vitesse. Donc, on va écrire la formule de l'énergie cinétique de manière à avoir la vitesse. V égale racine carrée de 2C sur M égale racine carrée de 2 fois 3,6 sur 0,34. Ça fait 4,6 mètres par seconde. On passe à l'exercice M. Un marteau de poids P égale 6 newtons tombe d'un échafaudage à une hauteur H égale 8 mètres du sol. Déterminer les énergies potentielles et cinétiques du marteau. Question 1, au tout début de sa chute. Question 2, juste avant qu'il ne touche le sol. Quel principe utilise-t-on pour répondre à cette question? Donc c'est parti. Au début du mouvement, la vitesse du marteau est nulle, on a l'habitude maintenant.
Donc EC égale 1 demi fois m fois v carré égale 1 demi fois m fois 0 au carré égale 0 joules. EP égale m fois g fois h. Alors là, il y a un petit souci, on se dit, mais on ne nous donne pas la masse. Ok, mais on nous donne le poids quand même. Or, si on regarde un tout petit peu l'expression de l'énergie potentielle, on a m fois g. Or, m fois g, c'est P, si vous vous souvenez, la formule d'un chapitre précédent. Donc, la formule de l'énergie potentielle, on peut la réécrire, c'est aussi P fois H, tout simplement. Et comme P on l'a et H on l'a, on va pouvoir faire le calcul, 6,0 fois 8,0, et ça fait 48 joules. Tout va bien. On passe à la question 2, donc juste avant que le marteau ne touche le sol. Pour répondre à cette question, on va utiliser le principe de conservation de l'énergie mécanique. J'ai répondu à la fin de la question. EM égale constante. Quand j'écris CTE, ça veut dire constante. C'est une abréviation très utilisée en physique. Donc EM égale constante égale EC plus EP égale 0 plus 48 égale 48 joules au début du mouvement. J'ai remplacé EC par 0, c'est ce qu'on a dit dans la question 1. Donc là maintenant on a l'énergie mécanique pour tout le mouvement. Juste avant que le marteau ne touche le sol, son altitude est quasiment nulle. Donc son énergie potentielle aussi à cet instant. Par contre, le marteau il a acquis une vitesse importante, donc EC est différent de 0. De plus, l'énergie mécanique égale constante, égale 48 joules. Donc EM égale EC plus EP égale EC plus 0, j'ai remplacé EP par 0, égale 48 joules, donc l'énergie cinétique fait 48 joules. Et voilà. On en vient au dernier exercice. Lors de l'ouverture d'une bouteille de champagne, la vitesse d'un bouchon en liège de masse M égale 10 grammes peut atteindre les 40 km/h. On dirait pas comme ça. On considère dans cet exercice que le mouvement du bouchon est vertical et que la bouteille de 30 cm de hauteur est posée sur le sol. Donc on regarde la petite image pour visualiser. Question 1. Calculer l'énergie potentielle initiale du bouchon. On va mettre les données dans les bonnes unités d'abord. Donc on a M la masse, 10 grammes. En kilogrammes, ça fait 0,010 kg. On a H0, la hauteur initiale, 30 cm. En mètres, ça fait 0,30 m. On utilise la formule EP initiale égale M fois G fois H0 égale 0,010 fois 9,8 fois 0,30 égale, où ça fait une toute petite énergie, 0,0294 joules. On passe à la question 2. Calculer l'énergie cinétique initiale du bouchon. Donc on a besoin de la vitesse. La vitesse initiale c'est V0 égale 40 km/h. On divise par 3,6, ça fait 11,11 mètres par seconde. La relation mathématique, EC initiale égale 1 demi fois M fois V0 carré égale 1 demi fois 0,010 fois 11,11 au carré. Ça donne 0,617 joules. On en vient à la question 3, en déduire l'énergie mécanique initiale du bouchon. Donc l'énergie mécanique, c'est l'addition des deux autres énergies. EM initiale égale 0,0294 plus 0,617, ça donne 0,646 joules. On passe à la question 4. Combien vaut l'énergie cinétique du bouchon au sommet de sa trajectoire justifiée? Donc on a déjà vu cette situation, hein. EC égale 0 joules au sommet de la trajectoire car la vitesse du bouchon est nulle à cet instant. On en vient à la question 5. Que peut-on dire au sujet de l'énergie mécanique du bouchon pendant tout le mouvement? On a déjà rencontré encore cette situation. EM est constante pendant tout le mouvement. Question 6. Calculer la hauteur maximale atteinte par le bouchon. Là encore, c'est un raisonnement qu'on a fait, pardon si je me répète. Donc, quand le bouchon atteint sa hauteur maximale, on a vu à la question 4 que EC égale 0 joules. EM égale constante, l'énergie mécanique est constante, ça on l'avait dit à la question 5, égale 0,646 joules. Or EM c'est EC plus EP, et si EC égale 0, je le remplace par 0, ça fait 0 plus EP. Donc l'énergie potentielle fait 0,646 joules à cet instant, le moment où le bouchon atteint sa hauteur maximale. On utilise la formule de l'énergie potentielle, mais en cherchant H, d'après la petite pyramide, H égale EP divisé par G fois M, égale 0,646 divisé par 9,8 fois 0,010, et ça fait 6,6 mètres. Alors ça paraît une hauteur irréaliste, hein, que le bouchon monte jusqu'à 6,6 mètres, c'est incroyable. En fait, dans la réalité, ça va pas tellement se produire, pour plusieurs raisons. D'abord, en général, quand on ouvre une bouteille de champagne, on n'est pas à l'extérieur, on est dans la maison, donc le bouchon va être arrêté par le plafond. Et ensuite, c'est assez rare que le bouchon ait une trajectoire vraiment verticale. En général, il va partir sur le côté,
donc voilà, il va perdre de la hauteur, il va pas atteindre sa hauteur maximale dans ces conditions. Mais bon, théoriquement, si le bouchon monte uniquement verticalement, il arrive jusqu'à 6,6 mètres. On en vient à la question 7, la dernière question. Calculer la vitesse avec laquelle le bouchon heurte le sol. Donc si vous remarquez, par rapport à d'autres exercices vus précédemment, c'est vraiment un peu toujours les mêmes questions dans le même ordre. Donc, quand le bouchon est sur le point d'atterrir, sa hauteur est presque nulle. Donc EP égale m fois g fois h égale m fois g fois 0 égale 0 joules. EM, l'énergie mécanique, est constante, égale 0,646 joules. C'est toujours égal à EC plus EP, mais si EP fait 0, c'est juste égal à EC. Donc EC fait 0,646 joules. Qu'est-ce qu'on cherche? Calculer la vitesse. Donc on utilise la formule de l'énergie cinétique, mais pour avoir la vitesse, on l'a déjà vu pas mal de fois maintenant, même si elle a une expression un peu compliquée, V égale racine carrée de 2C sur M égale racine carrée de 2 fois 0,646 divisé par 0,010, et ça fait 11,4 mètres par seconde. Comme on ne nous demande pas la vitesse en km/h, on va la laisser en mètres par seconde. Si on est un tout petit peu observateur, on voit que V0 c'était 11,11 mètres par seconde. Donc en fait le bouchon il va atterrir à peu près à la même vitesse qu'au départ, une vitesse un tout petit peu augmentée, puisqu'on est passé de 11,11 mètres par seconde à 11,4 mètres par seconde. Et on a fini ce gros entraînement sur ce chapitre mouvement et énergie. J'espère qu'il vous aura été utile. Si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires. Pensez à liker et je vous dis à bientôt.